Nichée au cœur des terres fertiles du delta intérieur du Niger, il y a plus de 2000 ans, une cité surgit des eaux et de la glaise, Djenne Djenno. Ici, bien avant les caravanes venues du nord et des royaumes de l'or, des hommes et des femmes habiles inventèrent un mode de vie urbain sophistiqué, jamais vu à l'époque dans leur région, cultivant le riz, maîtrisant le fer et échangeant leur savoir. La cité grandit jusqu'à rassembler près de 42 000 habitants dans ses importants remparts de cités cosmopolites traversées de larges allées flanquées d'élégantes habitations en briques crues, devenant un carrefour entre savane, forêt et désert. Aujourd'hui encore, sous ses ruines et ses statuettes de terre cuite aux regards énigmatiques, Djenne Djenno demeure le témoin de la civilisation soudano-sahélienne ancienne et inventive dont la mémoire revit par les vestiges qu'elle livre à notre époque. Djenne Djenno était une cité située dans l'actuel Mali, à 130 km au sud-ouest de la capitale régionale Mopti et à environ 750 km au nord-est de la capitale nationale Bamako. Cette ville antique, à ne pas confondre avec la ville médiévale de Djenné existant jusqu'à nos jours, selon les résultats des fouilles archéologiques entre 1977 et 1981, principalement menées par Roderick et Susan McIntosh, prospéra entre 250 avant notre ère et l'an 900 de notre ère, ce qui en fait l'un des plus anciens ensembles urbains d'Afrique occidentale et subsaharienne en général. Comme le dit l'historien Terry Childs, la seule étude archéologique approfondie de la chronologie et du processus d'urbanisation en Afrique de l'Ouest est celle établie pour Djenne Djenno au Mali. Une ville importante existait sur ce site vers 250 avant Jésus-Christ et une grande ville fortifiée vers l'an 800. Ayant prospéré grâce à des terres agricoles fertiles en bordure du fleuve Niger et en tant que plaque tournante du commerce dans la région, la ville comptait une population d'environ 42 000 habitants à son apogée. Djenne Djenno, ainsi que la ville médiévale voisine du même nom, sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988 et depuis 2016 sur la liste du patrimoine mondial en péril. Le site de Djenne Djenno comprend le centre historique de la ville de Djenné, mais aussi 4 sites archéologiques qui témoignent d'une civilisation pré-islamique disparue, Djenne Djenno, Ambarketolo, Kanyana et Tonomba. Ainsi que l'explique Susan McIntosh dans son article que nous allons abondamment citer, dans les années 1980, Rod McIntosh et moi avons abordé la question de l'urbanisme dans le contexte du modèle inattendu de Djenne Djenno, caractérisé par une croissance précoce des peuplements et un regroupement serré d'autres monticules de peuplement contemporains, sans toutefois aucune preuve d'architecture publique, ni de hiérarchisation ou de stratification détectable au cours du premier millénaire d'occupation. Nous avons soutenu que ces preuves nécessitaient d'élargir la définition de l'urbain au-delà des modèles évolutionnistes classiques, alors dominants, afin d'inclure les villes sans citadelle. Les éléments clés de notre définition de l'urbanisme étaient la taille du site, la densité et l'hétérogénéité de la population, ainsi que la spécialisation fonctionnelle, conformément à la définition de Trigger d'une ville comme fournissant des services spécialisés à un arrière-pays plus vaste. On le voit, le caractère même de ville nécessitait pour Djenne Djenno une redéfinition du concept urbain adapté aux spécificités du contexte soudano-sahélien. Les fouilles archéologiques réalisées ont montré l'existence d'une présence humaine au IIIe siècle avant notre ère. Cette première occupation du site, de moins 250 à l'an 50 de notre ère, est connue sous le nom de phase 1 et est l'une des premières preuves de la production de fer en Afrique subsaharienne. La spécialisation professionnelle et la maîtrise particulière de la métallurgie observée dans l'ancienne civilisation néolithique du Dartichit s'observe aussi ici dans des proportions beaucoup plus importantes. Djenne Djenno prospéra principalement grâce au dépôt de limon fertile du fleuve Niger, enrichissant les terres de la région, rendant donc une possible agriculture intensive. On le verra plus en détail, le commerce transsaharien, bien qu'existant dès cette époque reculée, avec l'intégration de Djenne Djenno dans le vaste réseau commercial reliant Sahel et Méditerranée romaine, n'a cependant pas une importance de premier plan dans l'économie de la ville, ni n'a charrié des influences ayant fait éclore le paradigme urbain en Afrique de l'Ouest. Susan McIntosh souligne à ce titre l'origine entièrement locale de la civilisation de Djenne Djenno, sans rapport avec le commerce et les influences nord-africaines souvent utilisées par les africanistes de l'ère coloniale pour expliquer l'éclosion de toute culture sophistiquée au sud du Sahara. Les hypothèses antérieures selon lesquelles le commerce transsaharien, initié par les Arabes,
avait donné l'impulsion à la croissance des villes le long du Moyen Niger, ont cédé la place à un modèle explicatif fondé sur le développement des échanges et des interactions autochtones régionaux, interrégionaux et à longue distance au milieu du premier millénaire de notre ère. Ces découvertes ont coïncidé avec un programme politique et scientifique actif visant à décoloniser le passé de l'Afrique, ce qui a incité les archéologues à rechercher d'autres exemples de commerce et de croissance urbaine précoce le long du Moyen Niger, Mema, Dia, Tombouctou, Gao, Bentia et du Moyen Sénégal. L'historien Djibril Tamsir-Niane abonde dans le même sens, soulignant aussi la place pionnière de la cité dans le développement de l'industrie métallurgique en Afrique de l'Ouest. Les résultats recueillis prouvent que le développement de la cité n'était pas dû au commerce transsaharien animé par les Arabes à partir des 9e et 10e siècles. En réalité, l'occupation la plus ancienne de Djenné-Djenno remonte au 3e siècle avant l'ère chrétienne. Elle a été l'œuvre de populations s'adonnant à l'agriculture, à l'élevage et aussi au travail du fer. En dehors de l'actuelle République du Nigeria, le plateau Bauchi, la vieille ville de Djenné-Djenno est le seul lieu de l'Ouest africain où l'on signale l'existence de la métallurgie à cette date. Les échanges de Djenné-Djenno avec les régions avoisinantes de la boucle du Niger commencent selon Suzanne McIntosh avec l'occupation initiale du site il y a 2200 ans, pour ensuite voir le réseau commercial de la cité s'étendre plus au sud vers le 6e siècle de notre ère. Ce n'est cependant que 400 ans plus tard, vers les années 900, qu'il existe des preuves matérielles d'interaction qui s'étendent à travers le Sahara. Ainsi que l'explique Terry Childs, à la lumière des découvertes archéologiques dans la région, très peu de vestiges de ces échanges subsistent sur le terrain. Pas d'or et très peu d'importations en provenance du nord du Sahara n'ont été trouvées à Djenné-Djenno avant 850 à 900 de notre ère. Les origines de l'urbanisme au Moyen Niger semblent donc sans rapport avec le commerce transsaharien. Cela n'exclut pas la possibilité que le commerce de l'or ait joué un rôle dans la formation des États plus à l'ouest, dans la vallée du fleuve Sénégal, où se trouvaient les premiers États connus des auteurs islamiques. La ville s'enrichit grâce à sa situation de carrefour du fleuve Niger, où elle occupa la place d'une agglomération de premier plan et vers le 2e siècle de notre ère, devint une grande cité occupant le rôle de centre d'un réseau urbain en relation avec les gros villages qui s'échelonnaient le long du Niger et de son affluent le Bani. En conséquence de la fertilité des berges du fleuve et de la maîtrise du fer qui a permis l'invention d'outils agricoles plus performants, 2 récoltes par an étaient cultivées, à savoir des céréales, du riz africain, des légumes et des fruits. C'est à Djenné-Djenno qu'ont été retrouvées les plus anciennes traces de culture du riz en Afrique de l'Ouest. Dès le 1er siècle de l'ère chrétienne, était cultivée dans la région, ainsi, la culture de la variété africaine du riz, Oryza glaberrima, remonte au moins à ce siècle, ce qui ruine définitivement la théorie de ce qui voulait faire venir le riz d'Asie. La ville prospéra aussi grâce aux routes terrestres qui reliaient le désert du Sahara, la région de la savane soudanaise et les forêts au sud. Suzanne McIntosh explique l'économie florissante de Djenné-Djenno par son emplacement stratégique. Djenné-Djenno partage avec son village descendant Djenné un emplacement sur la plaine inondable du delta du Niger qui est optimal pour de nombreuses activités de subsistance, notamment la culture inondable du riz africain, le pâturage en saison sèche pour le bétail, la culture pluviale du mil sur des terres non inondées et la pêche, ainsi qu'un accès proche au fleuve Bani pour le transport et le commerce. Djenné-Djenno s'est développé comme un centre d'échange fluvial de denrées alimentaires contre du fer, de la pierre et très vraisemblablement du sel avec du cuivre et de l'or comme rares marqueurs de réseaux d'interaction en expansion. À la fin du 3e siècle de notre ère, les commerçants de Djenné-Djenno étaient encore plus ambitieux et pouvaient importer des pierres servant de meule à moudre le grain, ainsi que du minerai de fer et du cuivre pour le travail des métaux. La technologie de la fonte du fer permit la production d'outils et d'armes plus efficaces. Des métaux étaient certainement échangés avec les peuples berbères du Nord dans le cadre du commerce transsaharien antique. Vers 500 de l'ère chrétienne, un commerce transsaharien existait, car on a retrouvé à Djenné-Djenno des objets en cuivre datant de cette époque. Childs détaille ces trouvailles archéologiques qui nous renseignent sur l'ampleur du commerce de métaux de toutes sortes entre Djenné-Djenno et le nord saharien jusqu'au 11e et 13e siècle en pleine période médiévale. La présence de laiton, d'alliage de cuivre et de zinc est l'indicateur le plus sensible du début du commerce transsaharien en Afrique de l'Ouest. Le laiton le plus ancien récupéré à Djenné-Djenno provient de contextes datés de 900 à 1000 de notre ère, similaires aux découvertes récentes dans la vallée du fleuve Sénégal. L'ampleur des importations de métal
au cours des années ultérieures est suggérée par la découverte dans le Sahara mauritanien d'une caravane perdue chargée de 2 tonnes de tiges de laiton datées de 1030 à 1280 de notre ère. Au VIe siècle, les exportations comprenaient des poteries fabriquées localement, certainement échangées contre du sel, des perles de verre, des chevaux et du cuivre venus d'Afrique du Nord. La présence de perles et de meules en fer et en pierre dès le début de l'occupation indique des relations d'échange probables, car ces matériaux ne sont pas présents dans la plaine inondable. Le cuivre apparaît vers 500 après Jésus-Christ et l'or est présent à la fin du premier millénaire. L'analyse isotopique du plomb par Tiphaine indique que les artefacts en alliage de cuivre de la phase 4 proviennent tous d'une source marocaine. Le plus ancien artefact en cuivre non allié, en revanche, semble provenir d'une source ouest-africaine inconnue. Alors que les objets exotiques de luxe, verre, cuivre, perles en pierre, sont rares dans toute la séquence, les importations de meules en pierre se comptent par centaines, et les scories de fer sont presque omniprésents dans les gisements, ce qui suggère un mouvement régional de bloom de fer à grande échelle, ou moins probable, l'importation de minerais pour fusion. Les débuts de la fusion du fer à grande échelle au niveau régional ont été datés du 7e siècle à Fico, à 100 km en aval, près de Mopti. Tout au long de la période d'occupation du site, les fragments de poterie sont abondants. Certains des artefacts d'argile les plus intéressants commencent dans la phase 2 avec des statuettes en terre cuite et des représentations d'humains et d'animaux dans la poterie. Les objets sont peints de différentes couleurs et décorés en incisant des motifs géométriques et en hachant ou en pressant des morceaux de ficelle tissés sur la surface extérieure avant la cuisson. Suzanne McIntosh l'explique ainsi. La plus ancienne poterie peinte de Djenné utilisait de la peinture rouge hachurée sur une surface brunie et non engobée. Vers 200 après Jésus-Christ, la poterie polychrome est apparue en même temps que la polychromie tant dans la région des lacs jusqu'à Tombouctou. L'inspiration de ce nouveau style décoratif n'est pas connue. Les chronologies ne sont pas suffisamment précises pour déterminer s'il est apparu plutôt le long de la boucle du Niger ou dans le delta intérieur. Pourtant, sa répartition sur 500 km du Niger moyen indique une zone d'interaction robuste. Il est certain que la taille de la ville était exceptionnelle, même par rapport aux normes actuelles de la région, et une certaine forme de centralisation est indiquée par la présence d'ateliers spécialisés pour les potiers et les métallurgistes dans certains des établissements environnants de la ville. La population de la région a atteint son pic de densité au cours des phases 3 et 4, avant qu'un changement majeur du modèle de peuplement ne se produise, concentrant la population dans des sites uniques et non regroupés, comme la ville moderne de Djenné. Les habitants de Djenné considèrent que tous ces monticules faisaient dans le passé partie intégrante de la ville. Compte tenu de ces divers éléments, nous avons proposé que les monticules occupés simultanément au cours des phases 3 et 4 fonctionnent comme une partie d'un seul complexe urbain. Cette période où Djenné connut son apogée tant territorial que démographique et matériel est la phase 2, marquée par une population plus importante et des preuves définitives de la production de masse du riz. On en déduit que la domestication du riz aurait pu conduire à une population plus nombreuse. Cœur d'un réseau urbain de plus de 69 villes satellites, Djenné, la cité mère de ces systèmes, comptait plus de 42 000 habitants au milieu du premier millénaire. Les frontières du site se sont agrandies pendant cette période et se développe une architecture permanente en briques crues de Banco, le fameux style soudano-sahélien que l'historiographie coloniale a faussement attribué à une hypothétique influence arabo-berbère. Probablement construit vers l'an 800 en utilisant la technologie de la brique cylindrique, un mur mesurant 3,7 mètres de large à sa base courait près de 2 km autour de la ville. Les contextes fouillés comprenaient des maisons, des ateliers, des sépultures, des fosses à déchets, des accumulations de fontes de murs en boue et des surfaces d'abandon. Une série de 29 datations au carbone ancre la séquence dans le temps, commençant par l'occupation initiale entre 100 avant notre ère et 50 de notre ère et se poursuivant jusqu'à l'abandon final vers 1400. La principale caractéristique architecturale du site est un mur de briques crues de 3,7 mètres de large qui encerclait le quart nord du site. Contrairement à Takrur et Gao, Djenné n'a été mentionné dans aucun itinéraire commercial ni récit avant le XVe siècle. Situé sur une voie navigable intérieure, elle existait apparemment hors de portée des commerçants arabes et arabo-berbères qui pratiquaient le commerce précoce du côté du désert. La phase 3 date d'environ 300 à 900 après Jésus-Christ et on pense qu'elle voit une population encore plus élevée à cause de la découverte de cimetières surpeuplés.
Le site a également des preuves d'une occupation plus intensive à travers des vestiges d'habitation. Vers cette date, la ville atteignit sa plus grande extension, soit 34 hectares. Les fouilles effectuées en 1977 prouvent également que la banlieue de Djenné était très peuplée. À cause de son pic de population de 42 000 habitants, on a d'abord supposé que la ville était peut-être le centre d'un État ou d'un royaume plus vaste. Une diversité d'origine des populations a été même prouvée, donnant à voir une véritable cité cosmopolite. Des preuves de l'hétérogénéité de la population ont récemment émergé, des études isotopiques Daisy Stone sur les dents humaines provenant de sépultures à Djenné-Djenno, qui indiquent une variété d'origine non locale, contrairement aux individus enterrés dans de petites implantations rurales qui présentent une signature isotopique locale. Il n'y a pas de représentation de ce que l'on peut identifier comme des souverains ou des rois. En effet, de nombreuses statuettes en terre cuite, mesurant jusqu'à 50 cm de haut, creuses ou soutenues d'un noyau de tige de fer de renforcement, représentent des gens ordinaires qui sont souvent en position agenouillée ou assise, et certaines donnent à voir des cavaliers casqués et en armure de coton matelassé, témoins d'une culture guerrière et martiale, raffinée déjà à cette époque dans la boucle du Niger. Ils ne portent généralement qu'un pagne court, mais de nombreux colliers et bracelets aux poignets et aux chevilles. Elles ont des décorations ou des détails incisés, et certaines présentent des traces de peinture colorée. On pense que certaines statuettes avaient une fonction rituelle, comme fétiche protecteur et divinité d'une population encore païenne. Toutes les sculptures ont été trouvées dans un contexte domestique, ce qui suggère qu'elles étaient peut-être destinées à des sanctuaires animistes domestiques encadrés dans les murs. Une autre particularité du site est la découverte de sépultures dans des grandes urnes funéraires en poterie, mesurant jusqu'à 90 cm de hauteur et 50 cm de diamètre et qui étaient encastrées dans le sol entre les habitations. Tous ces attributs architecturaux, artistiques et religieux sont généralement associés à des sociétés complexes et ayant atteint le niveau de civilisation étatique. Il y a donc existence incontestable d'une société policée aux rites sophistiqués, mais aucun grand bâtiment qui aurait pu servir de palais ou de temple n'a été découvert jusqu'à présent, ce qui laisse planer le mystère sur la forme de gouvernement qui avait cours dans la cité. Sur les 34 sépultures fouillées, aucun n'a fourni plus qu'un anneau de doigt en fer en guise de mobilier funéraire. Quel que soit le contexte funéraire, urne ou simple inhumation, cela ne signifie pas que le classement ou l'inégalité n'étaient pas présents et potentiellement matérialisés dans des biens non durables, tels que le sel ou le bétail, les textiles ou les pirogues pour la pêche ou le transport fluvial. Cela souligne simplement que l'échelle archéologique fréquemment utilisée pour les biens funéraires différentiels ne peut pas être appliquée. De même, aucun accès différentiel aux biens de prestige n'a pu être détecté dans les contextes résidentiels. De plus, aucun bâtiment public ou religieux n'a été identifié. Nous avons souligné à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir d'un artefact d'échantillonnage, étant donné la petite superficie de Djenné-Djenno que nous avons fouillée, mais plus nous creusons et découvrons le même modèle. On pense désormais que la cité a développé une organisation politique originale en un assemblage de guildes de familles élargies réunies chacune autour d'une activité professionnelle, pêche, agriculture, forge, commerce, etc., où les aînés, comme dans toutes les sociétés négro-africaines, ont préséance et autorité. Suzanne McIntosh souligne en ce sens que la forme groupée de la ville a joué un rôle déterminant dans la résistance à la monopolisation du pouvoir par un seul groupe. C'est donc là une république au sens grec du terme, avec un conglomérat de familles citoyennes de la cité qui se réunissent, débattent et agissent de concert en tout ce qui concerne les affaires publiques. Cette absence de hiérarchie verticale, d'autorité suprême, s'appelle l'hétérarchie. Un système d'organisation qui se distingue de la hiérarchie parce qu'il favorise l'interrelation et la coopération entre les membres plutôt qu'une structure verticale de l'autorité. Au fil de notre réflexion, nous avons émis l'hypothèse que le regroupement des sites et l'absence d'architecture monumentale ou de hiérarchie sociale claire à Djenné-Djenno pourraient être liés à une résistance efficace à la monopolisation du pouvoir. Il en résulterait des relations de pouvoir qui étaient contrebalancées et distribuées horizontalement, c'est-à-dire hétérarchiques, plutôt que consolidées verticalement dans une hiérarchie d'élite. La hétérarchie n'est pas une nouveauté en histoire. En effet, la civilisation urbaine de l'époque d'Uruk dans l'ancienne Mésopotamie sumérienne, dans ses premières phases, vers 4000 à 3100 avant notre ère, ainsi que celle de l'Indus, 2100 à 1900 avant notre ère, ont fonctionné toutes deux sur un modèle hétérarchique plutôt que strictement hiérarchique comme à Djenné-Djenno, sans preuve claire d'une élite centralisée et d'une structure sociale pyramidale.
Celle de l'Indus est d'ailleurs un exemple paroxystique de ce phénomène hétérarchique, puisqu'elle a fonctionné pendant plusieurs siècles avec des villes immenses sans jamais produire d'empire centralisé ni de figure sociale ou politique dominante. Puisqu'il n'y a aucune preuve d'une quatrième phase, on s'attend que vers la fin de la phase 3, la ville de Djenné-Djenno ait connu un lent déclin de sa population et finalement un abandon total. Cependant, on sait très peu de choses sur les raisons de ce déclin et les recherches supplémentaires sont nécessaires à ce sujet. La ville connut ce déclin progressif à partir du 9e siècle et fut finalement remplacée comme terminus commercial local par sa ville voisine et homonyme de Djenné qui fut fondée au 13e siècle de notre ère. Pour l'historien Djibril Tamsir-Niane, l'abandon de Djenné-Djenno pourrait s'expliquer par un motif religieux. Les musulmans de la ville, communauté s'étant formée au fil du temps grâce aux influences du commerce transsaharien, ont préféré s'établir séparément de la masse païenne de la cité. Le chroniqueur du XVIIe siècle, Abderrahman al-Saadi, note dans son Tarikh al-Soudan la conversion du roi de la nouvelle ville de Djenné qui construisit la première mosquée de l'histoire de la cité. À l'origine, la ville avait été bâtie dans un endroit appelé Zoboro. Plus tard, on la déplaça au lieu où elle se trouve actuellement. L'ancienne ville était située près de la ville moderne, dans la direction du sud. La ville a été fondée par des païens au milieu du 2e siècle de l'Hégire. Les habitants ne se convertirent à l'islam que vers la fin du 6e siècle de l'Hégire, soit 13e siècle de l'ère chrétienne. Le sultan Konboro adopta le premier l'islam et les habitants de la ville suivirent son exemple. Aussitôt converti à l'islam, le sultan démolit son palais et le remplaça par un temple destiné au culte du Dieu très haut. C'est la grande mosquée actuelle. D'autres hypothèses aux raisons plus matérielles existent au sujet de l'abandon de Djenné-Djenno. La nouvelle ville de Djenné a peut-être été fondée parce que la population de Djenné-Djenno était tout simplement devenue trop importante pour la ville. Les raisons exactes de l'abandon de la riche cité antique demeurent donc très obscures et font l'objet de débats entre les chercheurs que seules des fouilles archéologiques étendues et plus poussées pourraient trancher.